Ce n'est pas au président de choisir les candidats, n'est-ce pas? C'est à la justice de choisir les candidats. Donc voilà une faute grave. C'est gravissime même, n'est-ce pas? On ne peut pas prétendre, n'est-ce pas, choisir vos concurrents. Lui, il n'a pas choisi, il a juste dit non, qu'il se présente éventuellement si ces derniers sont en position de force. Ah non, non, c'est pas ça. Il dit que même s'il ne se présentait pas, ça ne serait pas l'un des trois qui serait président. Bonsoir à tous. Sa prise de parole est très attendue ce soir en Guinée-Bissau et nous recevons Aristide Gomez, ancien Premier ministre de la Guinée-Bissau. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cet entretien exclusif. On parlera avec vous de l'actualité politique de votre pays, mais aussi de la sous-région, notamment de la CEDEAO. Oui. Le président de la République a annoncé le report de l'élection présidentielle censée se tenir à la fin du mois de février. Je le cite, mon mandat de 5 ans prendra fin le 4 septembre prochain et conformément aux lois du pays, le scrutin devra se tenir entre octobre et novembre prochain, en ajoutant que ceux qui ne sont pas d'accord avec cette date peuvent aller se plaindre auprès de la Cour suprême de justice. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Bon, c'est une aberration, eu égard le dispositif constitutionnel sur place, parce que la Constitution établit que le mandat est de 5 ans. Et le président a pris fonction, bon gré, mal gré, il a pris fonction le 27 février 2020. Ouais. Et il a pris des décisions, il a posé des actes majeurs. La dissolution de mon gouvernement, par exemple, dont la légitimité découlait des élections législatives et non des élections présidentielles. Donc, le président a commencé à gouverner le 27 février 2020. Et face au dispositif constitutionnel qui établit le mandat présidentiel comme étant un quinquennat, je ne vois pas comment on pourrait respecter la Constitution et les lois, n'est-ce pas, et en même temps prétendre rester au pouvoir au-delà de 5 ans. Comment interprétez-vous cette décision? Qu'est-ce qu'il y a derrière, selon vous? Derrière cette décision, moi je dirais que la décision elle-même, elle découle, elle est dans la logique des actes anticonstitutionnels posés par le président dès le départ. C'est-à-dire que nous avons face à nous un président qui est rentré sur scène sur la base d'un coup d'État, n'est-ce pas? D'un coup d'État dans la mesure où, quand bien même il aurait remporté les élections, à partir du moment où il y avait un contentieux au niveau de la Cour suprême, il fallait attendre, n'est-ce pas? Comme partout ailleurs. Il fallait attendre la décision finale de la Cour. À partir du moment où il prend fonction, soutenu à l'époque par un consensus qui a été établi au niveau des chefs d'État de la CEDEAO, tout le monde a accepté, n'est-ce pas, comme étant en fait accompli le fait qu'il ait investi le palais et qu'il ait dissous les institutions, notamment le gouvernement, et ensuite qu'il ait forcé la barre à l'Assemblée nationale pour instituer son gouvernement à lui. À partir de là, je ne vois pas comment une nouvelle Cour suprême, surtout actuellement, une Cour suprême composée, qui légalement est composée d'11 magistrats élus par leur père, et une Cour suprême qui a été amputée de sa majorité, puisqu'il ne reste que 5 membres de la Cour suprême. Comment cette Cour suprême pourrait valider, n'est-ce pas, cette idée du président, selon laquelle le mandat ne s'achèverait qu'au mois de septembre. Non, pour vous, c'est une suite logique de tout ce qui s'est déjà passé. À l'époque, vous dites, je reprends vos propos, l'investiture d'Embalo est un coup d'État et révèle d'un affront à la Cour suprême de justice et au Parlement.
En tant que Premier ministre, ces mots sont d'une extrême gravité, monsieur. Est-ce que ce n'était pas un peu trop fort dans le contexte que vivait le pays? C'est à la mesure... Aujourd'hui, vous dites que vous n'avez rien à regretter totalement de tout ça? Non, c'est à la mesure de la gravité même de la situation sur place en Guinée-Bissau. D'autant plus qu'on doit souligner que toutes les institutions relevant de l'état de droit et de la démocratie plurielle sont par terre, n'est-ce pas? Que ce soit l'Assemblée nationale qui n'existe plus, qui a été dissoute illégalement aussi par le président. En 2023, à la suite du coup d'État raté. Ça. Ce coup d'État, entre guillemets, on attend toujours des explications cohérentes. Vous avez des infos sur ça? Jusqu'à présent, c'est silence radio. Donc aujourd'hui, on considère comme un coup d'État. Voilà. Personne n'a d'infos. Okay. Mais je dirais que l'Assemblée n'existe plus, malgré les élections qui ont été qui se sont passées... remportées par l'opposition, hein, il faut préciser. Remportées par l'opposition, ouais, largement, et qui se sont déroulées de manière sincère, n'est-ce pas, et transparente, en 2023. Il n'y a plus d'Assemblée nationale. Il n'y a même pas de bureau de l'Assemblée. C'est ce qu'on appelle chez nous la commission permanente de l'Assemblée. Quelle que soit la dissolution, n'est-ce pas, il y a toujours le bureau qui doit rester en train de fonctionner. Mais même ce bureau, et y compris le président de l'Assemblée nationale, ont été renversés par une décision du président exécutée par un secrétaire d'État à l'intérieur, au ministère de l'Intérieur. Donc c'est quelque chose qui relève, enfin, qui suscite une imagination prodigieuse, mais qui ne semble pas découler d'un processus normal dans n'importe quel pays. Vous avez ça, vous avez la Commission nationale indépendante des élections, oui, oui, dont le mandat du président est caduc depuis des années. Malgré ça, l'opposition a accepté en 2023 d'aller aux élections avec cette commission en mauvais état, mais l'opposition l'a quand même remporté. Donc moi, je pense que toutes les institutions ont été renversées, n'est-ce pas? C'est un processus qui commence en 2020. Le pays continue d'avancer hein, avec le président Mbalo. Le pays n'avance pas, le pays piétine, n'est-ce pas? Je ne vois pas en quoi le pays... On le voit sur tous les fronts, le président, et en tout cas sur la scène diplomatique, il est vraiment sur tous les fronts, il voilà. assiste à plusieurs sommets. Oui. C'est pas un État failli. Exactement. Enfin, l'État, c'est un État, moi je pense que ce n'est pas révélateur d'un État soutenable. Le fait que le président assiste à des réunions... C'est pour dire au moins que l'administration fonctionne. L'administration fonctionne, mais n'est pas efficace. Eu égard le développement, n'est-ce pas, du pays. J'en veux pour preuve le fait que depuis ce temps, il n'y a pas eu de captation d'investissement dans le pays. Il n'y a pas eu de création de richesses. Évidemment qu'il y a un PIB qui monte, n'est-ce pas, mais qui monte du fait, enfin, de certaines réalisations normales, n'est-ce pas, du pays, de l'évolution normale qui n'ont pas nécessité nécessairement l'intervention gouvernementale. Donc, c'est une croissance qui ne profite pas à la population, évidemment. Vous parlez tout à l'heure de votre gouvernement qui a été dissous au moment de l'arrivée du président Umaro Sissoco Embaló. Est-ce qu'aujourd'hui encore vous vous sentez comme le Premier ministre de la Guinée-Bissau, d'un point de vue du droit? D'un point de vue du droit, si la Cour suprême, comme ça semble être le cas, je viens d'avoir des informations tout à l'heure, comme quoi cette Cour suprême, amputée de sa majorité, donc passant de 11 membres à 5 membres fonctionnels, aurait pris la décision de reconnaître le président Mbalo, reconnaître la légitimité du président Mbalo jusqu'à septembre prochain. Si on devait lire à l'égard des dispositifs constitutionnels, si on devait lire cette décision, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait que le président Mbalo aurait accompli 5 ans et 7 mois. Si c'est la Cour même qui dit que les premiers 7 mois
ne compte pas, ça veut dire que les premiers 7 mois ont été des 7 mois de quoi? De l'illégalité. Donc d'un putsch. Quand on renverse les institutions par un putsch, ces institutions demeurent légitimes jusqu'au moment où ça compte. Mais je rappelle qu'il a prêté serment aussi. Hein. Et justement, donc, à partir du moment... c'est à partir de là qu'il a nommé un premier ministre et exactement, tout. à partir du moment où il a prêté serment dans un hôtel, oui, il faut préciser aussi. Sans la majorité requise des députés à l'Assemblée nationale, contrairement à ce qui est établi dans la Constitution, ce serment vaut ce qu'il vaut. Donc vous remettez au jeu aussi la légitimité du chef de l'État. Si vous voulez, c'est lui-même. Si on se réfère à vos propos. C'est lui-même, c'est le chef d'État lui-même qui tantôt se remet en équation, tantôt remet en cause sa propre légitimité. À quel moment? Par exemple, s'il dit que son mandat ne termine que le 4 septembre prochain, et les premiers 7 mois ne comptent pas, selon les dires du président lui-même. C'est-à-dire, s'il dit que son mandat ne commence pas, n'est-ce pas, le 27 février 2020, mais que son mandat commencerait légalement, n'est-ce pas, reconnu par la Cour suprême. Donc, oui, au mois de septembre. À la décision de voilà. justice. Ça veut dire qu'entre février et septembre, qu'est-ce qu'on doit mettre dans ce casier? La légitimité ou de l'illégitimité? Donc il est illégitime pendant quoi? De février à septembre, selon vous? Voilà. Mais aujourd'hui, il est légitime. Ou... Non, c'est lui, hein? C'est pas moi qui parle là. C'est lui qui dit que sa légitimité n'était pas valable entre février 2020 et septembre 2020. Enfin, puisqu'il dit que ça ne compte pas. Bon, il ne dit pas textuellement comme vous le dites ici, mais bon, on peut se faire une interprétation de ce genre. C'est une déduction logique. C'est-à-dire, quand vous dites... Qui peut être fait aussi autrement, du côté du gouvernement, on peut parler de l'exécutif, on peut parler aussi de période transitoire. Oui, mais le bureau transitoire, tous les bureaux transitoires sont prévus dans la Constitution, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il y a eu un imbroglio quand même au moment après les élections. Non, bon, non. Chacun pourra apprécier. Non, il n'y a pas de... C'est-à-dire, s'il y avait la transition, ouais. N'est-ce pas, ça ne serait pas à lui d'assurer la transition. Ça serait le président de l'Assemblée nationale antérieure. C'est-à-dire, au moment où José Mariva, son prédécesseur, n'est-ce pas, n'était pas un président, donc son mandat était fini. Entre ce moment et le moment de l'installation du nouveau président, l'intérim, d'après la Constitution, devrait être assuré par le président de l'Assemblée nationale de l'époque. Et donc, pour vous, clairement, il y a eu violation de la Constitution? Moi, je ne dis plus rien, je laisse simplement... Vous déduisez. Non, c'est-à-dire, je pose, il y a une équation, ouais. N'est-ce pas? Les termes de l'équation sont là. Que chacun puisse accéder à l'équation et qu'il puisse trouver la solution de l'équation. Est-ce que vous auriez pu être le Premier ministre de l'actuel président s'il y avait éventuellement un dialogue politique? Parce que vous arrivez au pouvoir à la suite d'un vrai consensus. Est-ce que si l'occasion se proposait, vous auriez été prêt à collaborer avec lui? En fait, il faut remettre les choses dans les rails. Moi, j'ai été Premier ministre de consensus jusqu'aux élections législatives. À partir des élections législatives, il y a un parti qui gagne ces élections. Et ce parti dit, bon, puisque le Premier ministre de consensus, c'est un militant du parti, on le laisse gouverner. On parle de PAIGC. On le laisse poursuivre la tâche, déjà, mais non maintenant, pas sous le parapluie du consensus, mais déjà sous le parapluie de la nouvelle majorité. Donc, il y avait 2 phases, en fait. La première phase était terminée avec des élections et la nouvelle phase était d'un Premier ministre avec une légitimité venant des élections législatives remportées par un parti dont il était militant. Donc, lorsque Embalo arrive, s'il devait arriver dans des conditions normales, n'est-ce pas, ça serait une cohabitation, à la limite. Oui, voilà. Justement, effectivement. Donc, c'est cette cohabitation qui a été rompue, n'est-ce pas? Bon, moi, je veux bien qu'il
lorsqu'il arrive, qu'il veuille avoir un autre Premier ministre. Mais ça serait, si on devait respecter la Constitution, en fonction de la coloration politique de l'Assemblée nationale. Voilà, il devrait, en fonction de la coloration, demander à nouveau au parti vainqueur des élections un nouveau Premier ministre. Parce que, d'après notre Constitution, le président nomme, mais il ne choisit pas. Puisque dans la Constitution, on dit que le président nomme en fonction des résultats électoraux. À partir du moment où il y a ce rempart, n'est-ce pas, à l'appropriation personnalisée de la nomination par le président, ça veut dire qu'il nomme, mais il ne choisit pas. Celui qui choisit, n'est-ce pas, c'est celui qui gagne aux élections. C'est ainsi la situation politique. On était quasiment dans une crise politique au lendemain des élections. Si l'occasion se présentait, est-ce que vous serez prêt à travailler avec lui? Et puis, est-ce que vous avez échangé aussi auparavant avec lui à l'issue de ces élections-là? Non, le contact a été automatiquement rompu. Non, je pense que le problème ne se pose pas dans ces termes, puisque lui, si on devait respecter la Constitution, il est hors question maintenant qu'il reste. C'est-à-dire, le mandat, lorsque le mandat termine, un bon démocrate doit savoir partir. Parce que s'il gouverne, s'il préside, d'ailleurs il gouverne en même temps, ce qui n'est pas correct aussi par rapport à la Constitution, mais s'il reste 5 mois et 7 mois, c'est lui qui viendra pourra dire oui, bon, moi aussi, je vais rester 6 ans. Il crée un précédent fâcheux, très fâcheux. Donc, normalement, il n'y a pas lieu d'avoir une négociation. Combinaison. Ça se voit souvent en Afrique, hein. C'est pour ça que je demande. Effectivement. C'est parce qu'en Afrique, ça arrive parce que nous sommes encore dans une situation, dans des États dont le modèle est un modèle que certains ont appelé néopatrimonial, certains ont appelé d'autres noms, etc. Mais de toute façon, la substance c'est qu'il y a une appropriation personnalisée des affaires publiques. Mais si on devait respecter, n'est-ce pas, le contenu des affaires publiques, c'est-à-dire dont l'expression c'est la Constitution, n'est-ce pas, quand vous arrivez à la fin de votre mandat, vous devez partir. Mais lui, il a encore la possibilité de se présenter comme pour un deuxième mandat. De se présenter, même si il a fait une première prise de position où il déclarait qu'il ne souhaitait pas se présenter avant de nuancer ses propos. Oui, il est revenu en arrière. Et de dire, ce qui est assez intéressant, ce ne sera ni Domingo Simões Pereira, ni Nuno Gomes Nabiam, ni Brahima Camara qui me remplaceront. Voilà. Je ne serai pas remplacé par un bandit. Voilà encore une expression, n'est-ce pas, d'inconsistance par rapport disons, au respect de la Constitution, qui est une expression, comme je dis, de la volonté publique, n'est-ce pas, d'une population. Ce n'est pas au président de choisir les candidats, n'est-ce pas? C'est à la justice de choisir les candidats. Donc voilà une faute grave, c'est gravissime même, n'est-ce pas? On ne peut pas prétendre, n'est-ce pas, choisir vos concurrents. Il n'a pas choisi, il a juste dit qu'il se présente éventuellement si ces derniers sont en position de force. Ah non, c'est pas ça. Il dit que même s'il ne se présentait pas, ça ne serait pas l'un des 3 qui serait président. C'est-à-dire que lui, il fait une démarcation, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il prend sa place de président plus l'espace de la justice. Il déborde, n'est-ce pas, dans ses prérogatives. C'est à la justice de décider, puisque les candidatures sont soumises à la Cour suprême, et c'est à la Cour suprême, en fonction des règles établies, qui choisit ceux qui sont dans des situations d'être candidats ou pas. Donc voilà un débordement, n'est-ce pas, qui est regrettable, qui est propre, vous ne trouverez pas ça dans des États solidement constitués, démocratiques. Monsieur le Premier ministre, votre parti, comment votre parti compte peser dans les prochaines élections qui arrivent? Moi, je pense qu'il y a une réalité mémorielle, n'est-ce pas, qui donne au PAIGC l'avantage dans la société bissau-guinéenne jusqu'à présent, n'est-ce pas, pour gagner aux élections, sauf lorsqu'il y a des divisions internes, etc. Si vous regardez le processus
des élections depuis la démocraticité des années 90, donc la démocratie plurielle, le PAIGC a toujours remporté, sauf dans des situations, n'est-ce pas, par exemple la guerre civile qui a divisé le parti en deux, et sauf dans d'autres situations où le parti s'est retrouvé effectivement très divisé. Mais sinon, vous avez un contrat social qui existe toujours, n'est-ce pas, et qui demeure solide entre l'historicité du PAIGC et la population bissau-guinéenne. Autrement dit, la nation guinéenne, l'État-nation, n'est-ce pas, a été créé par un fait historique qui structure la vie sociale, économique, politique, etc. de la Guinée-Bissau, qui est la lutte pour l'indépendance, qui a été un couronnement de toute une résistance populaire, séculaire d'ailleurs, depuis le 19e siècle, n'est-ce pas, jusqu'aux indépendances au XXe siècle. Donc, il y a là, n'est-ce pas, diraient certains, une rente mémorielle bien utilisée peut, n'est-ce pas, assurer toujours encore des beaux jours électoraux pour le PAIGC. Yes. Sauf s'il y a des bêtises de commises du côté du PAIGC, n'est-ce pas, des affrontements, etc. entre eux. Mais sinon, il y a il y a beaucoup de doutes là. Est-ce que vous remettez en cause l'unité de votre famille politique? Non, je dis au cas où. Oui. Pas parce qu'il faut travailler avec des hypothèses. Aujourd'hui, vous êtes unis. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une unité au minimum, n'est-ce pas, qui permet de gagner aux élections, que ce soit les législatives, que ce soit les présidentielles. Et est-ce que vous souhaitez un jour briguer la magistrature suprême? Non, j'ai pas, pour l'instant, je n'ai jamais envisagé ça. J'ai dit un jour. Dans le passé, il y a eu un moment où j'ai participé dans les primaires au sein du parti, n'est-ce pas? Bon, je n'ai pas été choisi. Tant pis. C'est quoi? C'est ce traumatisme-là qui fait que vous résistez aujourd'hui à franchir le pas? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, c'est que à l'heure actuelle, j'ai pas. Bon, le combat, c'est d'abord de faire respecter la légalité républicaine dans le pays, sans quoi on ne peut même pas envisager des élections libres et transparentes. Une fois qu'on aura dépassé ce stade-là, bon, on pourrait parler éventuellement de la manière d'aller aux élections. Mais pour l'instant, nous avons cette épée de Damoclès qui nous empêche même de réfléchir dans la phase, n'est-ce pas, qui ne nous empêche pas, mais qui nous invite, n'est-ce pas, à se concentrer dans cette phase pour essayer de régler les problèmes. Donc, vous reviendrez nous dire ici, si vous décidez franchir le pas un jour, je l'espère. Vous reviendrez nous annoncer la nouvelle, si un jour vous aspirez à la fonction. Voilà, effectivement. Si un jour les conditions se présentent... Vous serez le bienvenu. Voilà, on parlera de la CEDEAO, on parle de la CEDEAO maintenant, parce qu'on est, on est pris par le temps. Le Mali, le Burkina, le Niger ont tourné le dos à la CEDEAO. Sincèrement, selon vous qui connaissez un peu bien cet espace communautaire, qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Est-ce que la CEDEAO est encore viable? Bon, la CEDEAO doit évoluer pour s'adapter aux changements, n'est-ce pas, sociologiques d'ailleurs, qu'on est en train de voir dans l'espace, dans cet espace, n'est-ce pas. Il y a une évolution en Afrique d'une manière générale, hein, et particulièrement en Afrique subsaharienne. Il y a des nouvelles classes sociales qui émergent. Il y a des nouvelles couches sociales qui se stabilisent, n'est-ce pas, et qui sont porteuses de mouvements sociaux. Concrètement, dans l'espace Sahel, par exemple, il n'y a pas que le phénomène du terrorisme. Il y a aussi la stabilisation de certaines couches sociales dans les villes, n'est-ce pas. Il y a une jeunesse, n'est-ce pas, qui ne vit plus sur les deux espaces urbains et rural. Il y a une stabilisation d'une couche sociale à l'intérieur des villes, n'est-ce pas? Par exemple, le mouvement qu'on a connu, qui a renversé Blaise Compaoré,
qui est le mouvement qu'on a connu au Mali, n'est-ce pas, qui a renversé finalement Ibeka, le mouvement qui a bloqué Macky Sall dans ses aspirations au Sénégal. À mon avis, il faut rechercher ça dans une stabilisation sociologique, n'est-ce pas, dans les villes, n'est-ce pas, où une certaine population de la jeunesse, puisque c'est une population très jeune, n'est-ce pas, vit aujourd'hui et grossit de plus en plus dans les villes, mais dans les villes où il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'emploi, vous avez des jeunes qui sont formés, qui restent dans cet espace, qui aspirent à autre chose, qui aspirent à avoir un emploi, mais qui, peut-être, il y a 10 ans de cela, pouvaient vivre dans les villes, mais vivre aussi à travers des productions vivrières et des productions du secteur informel, etc., vivre entre la ville et la campagne. Mais puisque cette stabilisation se concentre de plus en plus dans les villes, il n'y a pas une autre solution, d'où l'explosion. Donc il faut régler les problèmes, n'est-ce pas, dans l'espace de la stabilisation, qui est la ville. Donc c'est une nouvelle couche sociale. C'est pas, quand vous avez une personne qui vit dans une ville, mais qui en même temps peut être nourrie par la campagne à côté, qui peut cultiver la terre, n'est-ce pas? Vous avez vu par exemple le reportage où l'actuel président du Sénégal lui-même était un professeur, mais en même temps il avait la possibilité de cultiver. C'est-à-dire c'est un matelas. Le fait qu'il cultive, c'est un complément de salaire, n'est-ce pas? Cette situation-là, c'est très intéressant d'analyser à l'échelle de toute une jeunesse. Quand il y a, à partir du moment où il y a une possibilité de ce genre, nous considérons, n'est-ce pas, sociologiquement, qu'il y a un matelas, n'est-ce pas, et qui structure une forme de conscience sociale. Mais lorsque vous perdez cette possibilité d'avoir ce matelas rural, et vous devez vivre uniquement des ressources de la ville, mais en revanche, vous n'avez pas les moyens, vous n'en avez pas les moyens, parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'usine, n'est-ce pas, parce que nous sommes soumis à un capitalisme périphérique, n'est-ce pas, qui bloque le développement, n'est-ce pas, dans une certaine mesure, il n'y a pas d'investissement productif, n'est-ce pas? Toute la croissance, c'est parce que, bon, on construit des routes, des ponts, etc. Mais ça ne profite pas, n'est-ce pas, rapidement aux populations. Alors, cette population-là, c'est cette forme de conscience, n'est-ce pas, cette peur de vivre sur le seul espace où on doit trouver les moyens de vivre. Et en revanche, ces moyens sont limités, n'est-ce pas? C'est cette forme de conscience qui est porteuse de ce mouvement social actuel contre l'État, contre les pouvoirs publics, contre la corruption, contre tout, quoi, si vous voulez. Bon, évidemment, après, est-ce que ce mouvement social est capté par l'armée dans certaines circonstances, n'est-ce pas, en fonction de la situation historique du pays, de la situation réelle du pays actuel, etc. Et dans d'autres situations, c'est capté par d'autres institutions. Par exemple, comme au Sénégal, ce n'est pas l'armée qui a capté le mouvement, c'est les partis politiques, en l'occurrence le PASTEF. Donc oui, les politiques. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais dire? La conclusion, c'est que ce mouvement social, n'est-ce pas, il faut qu'on le suive, n'est-ce pas, attentivement, parce que ça a encore des choses à dire, n'est-ce pas? Mais la CEDEAO, n'importe quelle organisation de nos États, doit tenir en compte ces situations-là et doit tout faire pour approfondir, n'est-ce pas, son insertion en fonction des intérêts populaires. Et pas rester une organisation des chefs d'État. Bon, lorsque les chefs d'État disent quelque chose, bon, voilà, on y va. Il faut tenir compte, n'est-ce pas, de ces mouvements sociaux, n'est-ce pas, qui vont s'agrandir dans le continent. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci pour cette interview. Vous savez qu'on vous appelle Jack Bauer chez vous. Ouais. Ça fait quoi? Je ne sais pas appeler Jack Bauer. Qu'est-ce que ça vous fait? J'ai déjà entendu ça. Bon, vous savez, c'est l'impact. On n'aura pu en parler parce qu'on est pris par le temps, mais prochainement, on reviendra un peu plus sur les coulisses de votre aventure. Merci infiniment. Merci à mon ami François Mendy qui a permis cette interview. Merci à Romain Clicquot de Main à la réalisation. Portez-vous bien et bonne soirée.